Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse d'un seul coup. Alors, on va étudier, je vais essayer de vous expliquer les sous-entendus d'un coup. On va le faire je le ferai à chaque fois que je trouverai un coup assez extraordinaire, mais pas forcément tactique, hein, qui a marqué l'histoire du jeu d'échecs. Et là, pour cette première vidéo, donc sur ce sujet, les plus beaux coups de l'histoire du jeu, mais je vous rappelle, hein, ce ne seront pas des coups tactiques ou alors avec des coups plutôt positionnels ou qui apportent quelque chose dans la compréhension du jeu. Alors, ici, c'est une partie qui a opposé Karpov avec les blancs à Kasparov avec les noirs. Alors, pour le contexte historique, cette partie a été jouée en 1984 et c'était lors du premier match entre Karpov et Kasparov. Karpov qui était à l'époque le champion du monde en titre contre le jeune Kasparov qui venait le défier. Alors ce match est remarquable dans l'histoire du jeu d'échecs parce que il a été arrêté au bout de 5 mois. De jeu purement et simplement arrêté. On a complètement annulé le score. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que à l'époque il fallait, on limitait pas les matchs au nombre de parties totales, mais on limitait au nombre de victoires. C'est-à-dire qu'il fallait obtenir 6 victoires pour gagner le match. Et dans ce match, il y a eu 48 parties. Donc avec un avantage pour Karpov de 5 points et 3 victoires pour Kasparov. Et Karpov venait de prendre 2 bulles d'affilée, venait de perdre 2 parties d'affilée, et la Fédération internationale a décidé d'arrêter le match en estimant que il avait duré trop longtemps, que les joueurs étaient plus physiquement capables de continuer à partir. Alors beaucoup disent, notamment Kasparov, que Karpov était à l'agonie et qu'ils ont arrêté pour le sauver. Alors, cette partie, c'est la 9e partie du match, hein, et là Karpov était parti en trompe puisque il menait déjà 3-0, et là on va voir que cette partie va lui permettre de marquer un 4e point. Donc vous voyez, le match a été très long. Après il y a eu quand même en tout il y a eu 40 matchs parties nulles, voilà. Donc c'est pour ça que maintenant quand vous voyez les matchs d'un championnat du monde, c'est toujours limité en nombre de parties, hein. Généralement c'est 12 maintenant, hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est au noir de jouer. Alors, autre chose aussi que je dois vous expliquer d'intérêt historique, c'est qu'à l'époque, donc ça a été joué en 1984, hein, à l'époque, les parties étaient arrêtées au bout du 40e coup. Hein. Alors, on reprenait la partie soit le soir, soit le lendemain matin. C'est ce qu'on appelait les parties à journée. Alors c'était évidemment possible parce que les ordinateurs n'étaient pas très forts, hein, et donc c'était pas grâce à un ordinateur qu'on allait pouvoir analyser la position. Et ça permettait aussi aux joueurs c'était intéressant à l'époque, moi quand je jouais, parce qu'on étudiait automatiquement les finales et puis on analysait avec des grands joueurs. Alors là évidemment c'est le championnat du monde, donc il y avait toute une équipe d'analystes, des plus grands analystes de l'époque, notamment en finale, qui analysaient les positions. Et là, c'est à Kasparov de mettre ce qu'on appelait le coup sous enveloppe, hein, donc Kasparov allait noir. Alors le coup sous enveloppe, c'était un coup qui était pas joué sur l'échiquier. Pour compliquer un peu l'analyse, c'est-à-dire que le dernier joueur qui jouait avant qu'on arrête la partie notait le coup sur sa feuille en le cachant à son adversaire, et on mettait les feuilles sous une enveloppe, et on ouvrait après quand la session de jeu reprenait, et on montrait comme ça, on divulguait le coup caché au public. Il était joué par l'arbitre et la partie continuait. Voilà, ce qui permettait un petit peu de compliquer un peu l'analyse. Alors là, c'est donc au noir de jouer, c'est à Kasparov, et il va jouer F6. Voilà. Alors avec l'idée d'échanger les pions. Alors on voit que dans ce genre de position, là il y a la présence d'un mauvais fou noir, et donc Karpov va jouer là-dessus. Alors je vous montre un peu les coups depuis l'ajournement, et on va s'arrêter aux coups qui nous intéressent. Alors là Karpov joue fou D3, G5,
fou prend, il échange le cavalier pour obtenir une finale cavalier contre mauvais fou. Un mauvais fou parce que la majorité des pions sont sur case blanche, et le fou est de case blanche. Cavalier E3, fou là, et B4 pour fixer, vous voyez, ces deux pions ici sur la mauvaise couleur, hein, c'est-à-dire la couleur des cases contrôlées par le fou. Et c'est dans cette position que Kasparov va décider d'échanger en H4. Et le coup extraordinaire arrive ici. Hein, tout le monde, évidemment, s'attendait à ce que Karpov reprenne en H4 avec son pion en G3. Et évidemment, tous les analystes du côté de Kasparov n'avaient pas du tout envisagé un autre coup. Et là, Karpov va surprendre tout le monde en jouant cavalier G2. Voilà. Donc c'est ce coup extraordinaire. Hein, vous voyez quand même, on est en finale, il reste peu de choses, et on peut reprendre un pion, et on ne le reprend pas, on se laisse même échanger les pions sur échec. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi, quelle est l'idée cachée derrière ce coup extraordinaire qui est cavalier G2. Alors pour vous expliquer ce coup, je vais d'abord vous montrer deux positions. Deux positions intéressantes. Alors la première, qui est une finale de pions toute simple, j'en aurai besoin de ce sous-entendu quand je vous donnerai les explications. Alors ça c'est important de connaître, c'est une position très importante et moi j'ai l'impression qu'elle n'est pas très connue par les joueurs. C'est-à-dire que quand vous avez une formation en bélier, on gagne le pion. On gagne le pion si on atteint une de ces trois cases. Si le roi blanc, par exemple, hein, ici, atteint une de ces trois cases, le pion est perdu. Alors on ne perd pas toujours la finale, hein. Par exemple ici, même si je perdais le pion, ça serait toujours nul. Mais s'il y a d'autres pions, évidemment, on la perd. Ou si le pion, comment dirais-je, le pion blanc était en sixième, on gagnerait tout le temps. Ou le pion en cinquième, je veux dire, aussi. Donc, le pion en sixième, non. Alors, imaginons, donc là c'est important qu'il y ait le trait, imaginons que ça soit au noir qu'il y ait le trait. Donc, il joue, par exemple, roi E6, je joue roi G5, et donc j'atteins une des cases critiques, et je vais gagner le pion. Alors, bon, je ne sais pas comment on peut jouer, imaginons qu'on joue ça. Bon, ben là voilà, je vais gagner le pion. Il n'y a pas moyen de sauver le pion. Bon, là, comme je vous dis, hein, c'est nul, mais bon, le pion est perdu, et s'il y a d'autres pions, je vais gagner. Hein. Donc voilà, ça c'est très important à connaître. Donc, lorsque j'atteins l'une de ces trois cases critiques, c'est gagné. Hein. Roi E6, roi G5, je ne sais pas, s'il vient, imaginons D6, bon, ben, je viens en F6, je ne sais pas, il joue par exemple en D7, je joue en F5, il joue en C6, je joue en E6, et vous voyez que le pion est gagné. Hein. Bon, évidemment, quand je dis une de ces trois cases, par symétrie, si les rois étaient de l'autre côté, ça marche aussi avec ces trois cases-là, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc ça c'est important à connaître, c'est sur les béliers, quand j'ai les trois, j'ai 6 cases comme ça, que je dois atteindre à côté du pion pour gagner le pion. Alors, ça c'est la première finale intéressante. La deuxième position que je voulais vous montrer, c'est que ce genre de position est gagnante également pour les blancs. Alors, quel est le plan? Il faut... Alors, elle est gagnante parce que le roi va réussir à entrer. Donc, il faut que j'arrive déjà à chasser le roi noir. Alors, comment chasser le roi noir? Ben, j'ai pas beaucoup d'autres solutions que de mettre un cavalier en F5. Et vous voyez que là aussi, c'est pour ça que je vous montrais cette finale avant, quand je mettrai mon cavalier en F5, si les blancs, les noirs prennent mon cavalier, j'aurai mon roi sur une des trois cases critiques et automatiquement je vais gagner le pion D5. Donc les finales de pions seront gagnantes. Voilà. Hein, donc c'est ça la force. Alors donc il faut que j'amène mon cavalier en F5 pour chasser le roi noir et après rentrer avec mon roi blanc et petit à petit, vous voyez, arriver, je vais mettre le roi en E5 par exemple et après je gagnerai petit à petit le pion en D5. Alors je vous montre. Bon là par exemple, il
il faut que je trouve un chemin alors, cavalier G6, par exemple. Bon, je sais pas, il joue fou E4, cavalier H4, et je vais en F5. Alors, bon, admettons fou D3, cavalier F5 échec. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il prenait, le roi prendrait, et je vais gagner le pion D5, et là, la finale serait gagnante, parce qu'il y a d'autres pions. Alors, il est obligé de reculer en D7, et je viens en E5. Et ben là, vous voyez que, bon, s'il joue roi C6, j'aurai cavalier E7 qui va gagner le pion. Donc, admettons qu'il joue fou E4, je joue cavalier E3, attaque le pion, roi C6 et roi E6, avec un zugzwang intéressant, fou F5, je joue par exemple cavalier F5, menace cavalier E7, donc gagne le pion D5, imaginons qu'il me cloue, et là je joue roi E5. Et il ne peut plus éviter, comment dirais-je, il ne peut plus éviter cavalier E7. Bon, évidemment, s'il prenait, bon, bah, ça serait toujours une finale de pion perdante. Et si, je sais pas, si je joue le roi là, bon, ben, évidemment, hein, je ne veux pas prendre parce que je perdrais mon cavalier, mais je jouerai cavalier E3 et je ferai une mini fourchette, hein, et même si c'était pas une fourchette, de toute façon, le pion D5 est attaqué 2 fois. Voilà. Donc cette finale est gagnante. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre, hein, cette finale. Donc je vous dis, le plan, c'est de chasser le roi de la case D6, qui nous interdit les deux cases de pénétration sur case noire, hein, notamment la case E5. Donc il faut que je transfère mon cavalier en F5. Voilà, ça c'est ce qu'il faut connaître. Alors maintenant, on va revenir à la partie qui nous intéresse, à cette fameuse partie entre Karpov et Kasparov. Voilà. Et donc, au moment où il joue B4, alors là, le problème pour Kasparov, évidemment, ils sont tous les deux au courant que ce genre de position gagne, surtout que là, ils ont ajourné. Le problème de Kasparov, c'est qu'il ait peur que les blancs poussent des pions par G4 et arrivent à échanger tous les pions noirs et blancs et obtenir la position qui nous intéresse, c'est-à-dire échanger les 3 pions. Donc lui et ses analystes ont estimé qu'en jouant G prend H4, ils allaient fixer. Alors, évidemment, tout le monde s'attendait à ce que le pion en H4 reprenne. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Ben, eux, ils avaient prévu qu'ils pouvaient tenir la position. Par exemple, fou G6. Et là, bon, je ne sais pas, imaginons roi G3, roi E6. Et là, vous voyez, j'ai pas de case de pénétration pour mon roi. Hein, comme à l'inverse de tout à l'heure où le roi était déjà rentré, là, je ne peux pas rentrer, il y a trop de pions. Alors, j'essaye, par exemple, de mettre un cavalier en F4, hein, qui mettrait la pression sur les 2 pions faibles. Alors, cavalier, parce que, bon, évidemment, le roi en F4, il n'irait nulle part. Hein. Je vois pas comment je vais évoluer. Là, par exemple, il ferait très certainement fou H7, et je vois pas comment je vais progresser là. Hein, il n'y a pas de progression possible. Alors, donc, cavalier G2, menace, bon, un échec, hein, qui est quand même embêtant, hein, puisqu'il va y avoir une espèce de petite fourchette, hein, puisqu'il y a le pion D5. Donc, roi D6, cavalier F4, avec le fou à 3 cases qui va dominer le cavalier, hein, le fou F7 qui domine le cavalier. Hein, ça, c'est toujours important de connaître qu'un fou ici à 3 cases domine les 4 cases de pénétration du cavalier adverse. Hein. Donc, là, je ne peux pas passer. Hein, vous voyez que mon roi ne peut pas évoluer non plus. Et donc la seule idée qui me reste ici avec les blancs, c'est d'essayer d'aller gagner ce pion en A6. Hein, en me disant, tiens, je veux mettre le cavalier en C5. Mais dans cette position, les noirs arrivent à remettre à nouveau leur fou à 3 cases du cavalier, c'est-à-dire ils le mettent en E6, cavalier C5, et je reviens en C8, et je retrouve la configuration tout à l'heure, hein, avec le fou qui domine toutes les cases de pénétration du cavalier. Donc voilà comment les analystes pensaient que Kasparov allait faire nul dans cette partie. Mais, surprise générale, Karpov, comme je vous l'ai montré, n'a pas pris le pion et a joué cavalier G2. Alors ce coup,
à première vue, ça paraît incroyable. En fait, c'est pas si compliqué si on réfléchit un petit peu. L'idée, c'est que, bon, évidemment, il va prendre. Hein. Il prend en G3, et le roi prend. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, ce pion que j'ai donné est condamné. Et l'avantage, c'est que le roi va pouvoir passer sur la colonne H. Le roi blanc ne sera plus bloqué comme tout à l'heure, on l'a vu quand il était bloqué par le pion en H4. Et bien dans cette position, il ne sera plus bloqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a joué roi E6, hein, mais imaginons qu'il joue fou G6. Et bien, je joue cavalier F7, cavalier F4, donc j'attaque toujours un peu le même style de manœuvre, et maintenant, j'ai roi H4. Et je vais regagner le pion, et toujours pareil, bon, je sais pas, imaginons qu'il joue roi E7, voilà, je vais regagner le pion, et toujours pareil, les finales de pions sont gagnantes. Toujours pour les mêmes raisons, parce qu'à chaque fois, je me retrouvais à 3 cases. Hein, et c'est, je sais pas, imaginons qu'il joue ça, je joue roi là, il joue, admettons, ça, et puis déjà, bon, moi, je peux jouer F4 ou roi là, et je gagne le pion. Vous voyez, à chaque fois, je gagne. Donc, pas moyen d'échanger. Donc, on attend un petit peu. Roi E6. Et maintenant, on va réussir à rentrer. Par exemple, cavalier échec, roi là, et roi G4. Et là, c'est pas facile. Voilà, là, alors fou G6 pour éviter que le roi pénètre, mais je joue cavalier H5 avec l'idée, bon là évidemment il ne peut pas jouer roi E6, hein, il y aurait cavalier F4 fourchette, et pareil, hein, je gagnerais toujours toutes les finales hein, de pions. Donc il garde ici pour éviter que le roi ne pénètre en F5, mais cavalier F4, roi D6, et voilà, là la grande différence maintenant, vous voyez, et bien le roi ici va pénétrer en G7. Hein, roi H5, et je vais aller en G7 et je vais finir par gagner cette position. Alors il est obligé de contre-attaquer ici, mais on obtient, vous voyez, le même style de position qu'on a eu. Hein, en cas de fou.f3, on va obtenir la position dont on parlait tout à l'heure. Et cette position est gagnante. Voilà toute l'idée cachée derrière ce cavalier G2, ce coup extraordinaire hein, qui a marqué les esprits à l'époque, et même certains joueurs se sont dit c'est pas possible, ils ont mal retranscrit la partie. Et donc c'est pour réussir à obtenir de l'espace, à échanger des pions. Alors comment est poursuivie la partie? Je vous montre rapidement, hein, parce que moi c'était vraiment juste l'explication. Après il y a encore eu de très grandes complications. Hein. Voilà. Et il a fini par réussir à gagner cette position, Karpov, même s'il y a eu, je vous dis encore, des aventures assez extraordinaires. Ces finales-là sont d'une extrême complexité. Voilà. Donc c'était la première vidéo sur un peu les coups un peu extraordinaires de l'histoire du jeu. Donc là c'était ce fameux cavalier G2 ici. À bientôt dans une prochaine vidéo.